Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Afrique du Sud. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, me jeter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. D'ailleurs, j'ai fait le tour de vos commentaires, je suis même remonté un petit peu plus loin dans les vidéos. J'ai remarqué qu'il y avait des gens qui m'avaient écrit sur des anciennes vidéos. Je vous ai quand même répondu, je ne sais pas si je les ai tout couverts parce que j'ai pas regardé chacun des vidéos. Mais bref, essayez d'écrire sur les vidéos les plus récentes parce que sinon, des fois, il se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis je vous réponds pas. Je veux pas que vous pensiez que je vous ignore. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que j'ai eu comme 3 questions du public qui allaient directement dans le sens de ce que je voulais discuter avec vous autres aujourd'hui. Ben, il y a d'autres éléments, mais principalement, il y a 3 éléments que certains d'entre vous m'ont posé des questions. Alors, je vais vous amener les questions et je vais décortiquer ma vision par rapport à votre question et moi, ce que j'avais préparé par rapport à ça. Donc, on va commencer avec notre cher Antoine Gilbert, qui nous a écrit « Salut Sam, je suis constamment d'accord avec toutes tes analyses depuis le début, mais pour ce qui est de Camille, je ne crois pas qu'elle est si mauvaise joueuse que ça. Elle a jamais menti au public. Ça, j'aime pas ça. Lorsqu'elle se confie dans le confessionnal, c'est pour nous montrer sa vraie nature. Elle ment peut-être aux candidats, parle dans leur dos, c'est vrai, mais elle ne nous a jamais menti à nous, le public. » Ça, c'est un élément qu'il va falloir que je décortique beaucoup. Je l'aime comme joueuse, mais peut-être pas comme personne. Par contre, elle fait tout un show, on aime la détester. Qu'en penses-tu? Bon. Ça, c'est une problématique qu'il y a beaucoup de gens qui mettent dans la balance. Je vais commencer par le fait que, qu'elle montre pas sa vraie nature. Ben, qu'elle montre sa vraie nature dans le confessionnal, dans le fond, elle nous dit la vérité à nous autres. Oui et non. Okay? Il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement cette perception-là, même envers certains politiciens, envers certains artistes, envers Camille, de dire « Ouais, mais au moins, elle nous jase, puis elle nous dit la vérité. Faudrait arriver, puis faire comme « Ouais, c'est super, Camille nous dit la vérité. » Ouais, Charles Manson aussi nous disait la vérité en plein procès, c'est pas pour ça que je vais arriver, puis faire comme « Yeah, je prends pour Charles Manson. » Non, c'est pas le cas. À un moment donné, il faut que vous fassiez une différence entre oui, ok, une personne peut dire la vérité, puis montrer les pires aspects de sa personne, ça fait pas nécessairement en sorte qu'on devrait prendre pour elle ou vouloir la voir continuer l'aventure ou dire que c'est une bonne joueuse pour autant. Je pense que Camille, dans la situation actuelle, si c'était stratégique, on s'entend là, aspect stratégique, parce que Antoine nous dit c'est pas une mauvaise joueuse. Oui, c'est une mauvaise joueuse. Parce que la majorité de ses actions sont basées sur de l'émotion. On est dans un jeu stratégique, on est dans un jeu, oui, bon, relationnel, social, mais c'est émotionnel. La majorité de ses interactions, quand elle est en privé, qu'elle parle à la production, sont émotionnelles. Il n'y a pas de stratégie derrière. Par exemple, pour moi, il y aurait une très grosse marge entre ce qu'elle fait présentement et, exemple, si elle avait fait je veux faire sortir Kevin parce que présentement, Kevin peut devenir un boulet dans mon jeu à moi, peut me nuire pour avancer dans l'aventure. Les gens peuvent avoir l'impression que je vais avoir 2 gars derrière moi qui vont me protéger au lieu d'un seul qui est Louis. Et Kevin peut me causer ce genre de problème-là. Kevin peut aussi semer le doute dans l'esprit des autres joueurs par rapport à moi, peut arriver puis emmener des éléments un peu plus stratégiques pour essayer de... Donc Kevin mérite d'être éliminé et la meilleure façon d'éliminer Kevin, c'est par la bande en éliminant Jen. Et là, ça serait une façon de penser tout à fait logique, ça pourrait être intéressant de voir cet aspect-là et ça démontrerait que Camille est vraiment une joueuse qui voit plus à long terme, qui développe un peu plus sa stratégie, qui veut pas nécessairement aller contre Kevin pour aller contre Kevin, mais vraiment aller contre Kevin parce que pour son jeu à elle, c'est préférable d'aller contre Kevin. Au-delà de ça, on voit une Camille qui est très brouillon dans les gestes qu'elle pose. On l'a vu d'ailleurs péter une crise par rapport à Trudy cette semaine qui est partie en activité avec Louis. Camille a fait exactement la même chose que Claudie avait faite par rapport à son voyage avec Kevin. Une crise d'enfant, une crise immature complètement, alors qu'elle avait aucune raison. Je pense que le pire, c'est que Claudie avait plus de raisons que Camille de s'en faire. C'était un voyage.
elle voulait pas, elle aime pas réellement fondamentalement Kevin. Elle passait plusieurs jours avec lui. Fait que je pouvais comprendre ce genre d'animosité. Elle aurait aimé le vivre avec le gars qu'elle aime. Camille, elle, c'était une activité d'une après-midi ou d'une journée au gros maximum. Et elle a réagi exactement comme Claudie. Et Camille a bien dit que Claudie était immature dans la façon qu'elle avait eu de réagir et que elle avait appris avec les années que maintenant à son âge, donc ça démontre que Camille a même pas une bonne vision d'elle-même. Elle sait même pas ses forces et ses faiblesses. Elle sait même pas l'image qu'elle projette. Donc je peux pas donner à une joueuse comme ça le fait de dire c'est une bonne joueuse. Elle sait même pas ce qu'elle fait. Elle sait même pas où ça s'en va. Elle n'a aucune stratégie par rapport à dans la direction qu'elle va prendre pour essayer de se rendre à la fin. Et de ce côté-là, à partir du moment que les gens disent... Puis là, évidemment, là, on s'entend de dire... On pourrait amener le point stratégique, mais on peut même pas savoir si Camille dit vraiment la vérité au confessionnal par rapport à ce qu'elle ressent par rapport même à nous autres ou de dévoiler sa vraie personnalité ou autre. Ça, c'est un fait. On a l'impression qu'elle dit la vérité parce qu'elle se lâche là. Peut-être que c'est juste de la... Je pourrais dire... de la bullshit juste pour se hyper d'une certaine façon en pensant qu'elle est hot au même titre qu'elle se montrait les fesses lors du tapis rouge. Puis ça, je vais vous emmener cet aspect-là un peu après, là, après avoir jasé de Camille. Je vais vous le décortiquer un petit peu mieux. Là je vous l'ai balancé comme ça, mais je vais vous le décortiquer mieux que ça. L'autre exemple que je peux donner du fait que Camille a pas une bonne vision de son jeu, elle le dit très bien par rapport à Kevin. Elle dit c'est le Québec qui va voter. Il pense-tu vraiment que le Québec va voter pour lui? Alors qu'elle n'a même pas conscience que le Québec votera pas non plus pour elle. Donc, elle n'est même pas dans une situation... Puis je vais vous prendre mon exemple personnel. Malgré que moi, j'étais ultra stratégique, que j'emmenais beaucoup la stratégie dans le confessionnal quand je parlais au maître ou autre, et quand je m'adressais au public, j'avais toujours en tête le fait que le public pouvait me détester et que je ne gagnerais pas à la fin. Puis, dans plusieurs séances, j'en parlais de tout ça, de cet aspect-là, de dire je suis peut-être trop intense, trop mauvais, et il y a des chances que elle a même pas cette perception-là, que son attitude, sa façon d'agir peut lui nuire. Elle est comme au-dessus de ça, et donc elle est complètement désillusionnée de ce qu'elle fait. Pour elle, ce qu'elle fait est juste et correct. Puis là, on pourrait extrapoler puis embarquer Mathieu là-dessus, mais ça, on va en reparler tantôt. Donc, des événements comme le fait de... Puis là, je reviens avec le fait de dire la vérité. Le fait d'arriver, d'avouer, de dire j'aurais aimé que Kevin me choisisse, pas parce que j'aurais voulu y aller, j'aurais pas voulu y aller, mais le fait qu'il me choisisse, dans le fond, c'est une attitude de merde. Et même si tu dis la vérité par rapport à ça, tu démontres que tu as réfléchi à ça. Des fois, on peut supposer que la personne agit d'une certaine façon en se disant ouais, peut-être que, mais peut-être pas. Peut-être qu'elle est juste complètement dans les vapes. Puis elle avoue le fait que dans le fond, elle veut niaiser Kevin. Et je vous ramène un peu à ma dernière vidéo quand je vous disais, malheureusement, dans cette situation-là de Camille, nous, en tant qu'individus, on a tous connu, ou peut-être même été, ça peut arriver, cette personne-là exécrable dans une relation qui a été niaisée, qui a été bullshitée, puis qu'on a eu l'impression d'être humilié par l'autre. Il y a beaucoup de monde qui vont être capables de se rattacher à ça. Et de voir Camille, c'est de mettre un visage sur cet élément-là. Et c'est ce que Camille comprend pas. C'est d'arriver puis d'être le visage de la personne qu'on haït. Puis oui, de ce côté-là, Antoine le dit très bien, on aime ça la détester. Oui, mais ça dépasse le fait d'aimer la détester. Là, ça vient chercher l'essence même d'une haine profonde de notre bagage personnel. Moi, je connais plusieurs personnes, j'ai parlé à plusieurs gars, entre autres même cette semaine, qui disaient « Moi, j'ai déjà eu une ex comme Camille, c'est une hostie de ci et ça, et là, ça se déballait. Jamais que je vais accepter qu'une fille comme ça puisse gagner un show comme ça. » Ça dépasse le fait de la détester par rapport à ce qu'elle fait aux autres joueurs. Là, ça devient émotionnellement prenant pour les gens à l'extérieur du jeu. Et c'est tellement exécrable que ça démontre que c'est pas une bonne joueuse parce qu'elle n'a pas cette vision de comment elle va... l'image qu'elle projette au public.
tu sais, le public est prêt à accepter un méchant. Le public est prêt à vouloir voir un méchant gagner. Si c'est stratégique, si c'est pour gagner la maison à la fin et que c'est fait d'une façon légitime, seulement d'attaque peut-être plus superficielle, mais pas fondamentale pour briser quelqu'un ou pour faire ce que, dans le fond, ce que beaucoup de gens reprochent présentement, puis on va peut-être en parler un petit peu tantôt, mais de faire quasiment de l'intimidation et du rabaissement par rapport à Kevin, même si Kevin pouvait ne pas être un bon gars à la base. Les gens n'acceptent pas cet aspect-là. Donc, à mes yeux, Antoine, quand tu dis, bon, ben, c'est pas une mauvaise joueuse, non, c'est vraiment une joueuse exécrable de bord en bord parce que elle a aucune idée de l'image qu'elle projette. Elle est sûre d'elle alors qu'elle est en train de se planter. Elle se remet pas en doute. Et en plus, elle est fondamentalement méchante envers les autres. Alors même de dire la vérité aux caméras, même si tout ce qu'elle dit aux caméras est vrai, ça fait d'elle une personne encore plus exécrable. Au lieu d'arriver puis de tempérer ça, puis qu'on puisse arriver à regarder ces événements à la caméra et se dire ok, elle est plus stratégique qu'on pensait, puis elle a une meilleure vision d'ensemble et c'est moins. Comment je pourrais dire ça donc? C'est moins émotionnel qu'on le pensait. Non, au contraire, ça amplifie le côté négatif qu'on a, l'image négative qu'on a d'elle. Donc, de ce côté-là, elle est complètement déconnectée de ce qu'elle est en train de faire. Sincèrement, oui, c'est une excellente vilaine de ce sens-là, mais une vilaine qui est épaisse, qui est terriblement épaisse dans ce qu'elle fait, qui vient nous chercher, qui vient émotionnellement nous chercher. Moi, quand je regarde Camille, là, sincèrement, là, tu sais, puis je peux même... Comment je pourrais dire ça, donc? Je vais essayer de peser mes mots là-dessus, parce que sincèrement... il y a être vilain dans un but stratégique, comme je vous expliquais tantôt, et être vilain parce qu'on est vraiment une mauvaise personne. Et dans ce cas-ci, Camille semble être fondamentalement une mauvaise personne. Puis peut-être que... Et ce qui est encore plus pire dans cette situation-là, c'est que c'est le contraire de ce que tu disais, Antoine, tantôt, qui disait, tu sais, bon, elle semble, mentir aux gens, puis tout, mais elle n'est pas détestée à l'intérieur, elle bullshit tout le monde. Puis en plus, elle est pire dans le confessionnal, mais de façon. Comment je pourrais dire ça? Donc, superficielle, mais pas superficielle dans le sens de dire en surface, mais vraiment juste pour de la méchanceté pure, sans fondement, sans rien d'autre en arrière de ça. C'est vraiment purement méchant. C'est purement gratuit. Ça apporte rien. C'est pas basé sur des actions de certains joueurs. C'est pas basé sur le fait qu'il y a quelqu'un qui s'est planté. Ou... Non, c'est vraiment juste de la méchanceté pure et dure. C'est comme... C'est exécrable, sérieusement. Et je peux pas voir une personne comme ça pouvoir remporter une télé-réalité. Il n'y a aucune stratégie. C'est que purement émotionnel. Et sincèrement, c'est le genre de fille qui, après le show... elle risque de l'avoir dur. Sérieusement, là, j'essaie de mettre ça dans le contexte. Il va falloir qu'elle se rajette d'une façon inimaginable. Parce que Joanie, c'est une chose, mais elle, c'est terrible. Ça n'a pas de maudit bon, ça. Fait que non, je suis pas d'accord avec ton point, Antoine. Le fait de dire la vérité en privé, en mon sens, ne fait aucune rédemption par rapport à la joueuse. Au contraire, ça amplifie le côté négatif. Que le fait qu'elle soit une bonne joueuse, en mon sens, c'est faux parce qu'elle a aucune idée de l'image qu'elle projette. Puis du côté émotionnel qu'elle fait éveiller chez le téléspectateur, le côté haine qu'elle fait réveiller chez le téléspectateur. Et là, je vais vous emmener sur un autre point. Parce que là, je vais vous parler un petit peu plus de mon expérience puis de ma vision. Parce que les gens, j'ai vu des gens qui faisaient comme, ouais, Camille, c'est comme toi. Non. Non. S'il vous plaît, ne faites pas ce genre de comparatif-là. S'il vous plaît. Il y a 2 ans, ils ont fait le même comparatif entre moi et Joanie, puis j'étais comme, vous avez. Je pense qu'il y a des gens qui sont complètement dans le bulle quand ils font ce genre d'analyse-là. Mais bon, bref. L'élément que je veux vous parler, c'est la perception du joueur à l'intérieur de la télé-réalité. OK? Parce qu'évidemment, nous, en tant que joueurs, quand j'ai joué ou comme eux, on ne sait pas la réelle réaction
du public. On ne sait pas si on est aimé ou qu'on est détesté ou qu'on laisse indifférent. On le sait pas. On n'a pas vraiment de gros indicatifs par rapport à ça. L'un des seuls indicatifs qu'on a, c'est notre présence justement au confessionnal et notre présence, à quel point les gens nous posent des questions, que la production nous pose des questions. Donc, exemple, quand le maître nous questionnait, c'est certain que quand tu regardes une personne qui passe 2 heures par jour au confessionnal à parler avec le maître, là, ça, c'est quelqu'un qui est allé à peu près 2 minutes, tu te dis, écoute, la personne qui restait là 2 heures de temps, c'est parce que la production était intéressée par ce que cette personne-là allait dire. La personne qui est restée 2 minutes, là, la production, elle s'en fout. Là. Elle est allée chercher juste un cue, une information bien bâtard, puis ça a fini là. Donc ça, c'est l'aspect qui peut nous enligner à dire on est-tu important dans l'histoire ou on ne l'est pas. Et ça a un effet néfaste en arrière. Parce que la majorité des joueurs qui jouent dans une télé-réalité, qui vivent ça, puis se faire appeler souvent au confessionnal, qui se font questionner à outrance par la production, le sentiment qui en sort, c'est de dire on est important. On est important pour la télé-réalité. On est un des piliers du show. Et la personne, généralement, être le pilier du show, c'est positif. Et donc, la personne va avoir l'impression d'être un joueur marquant, puis un joueur qui va bien sortir, que les gens aiment. Et ce que ça a comme effet néfaste en arrière de ça, et on le voit avec Camille, mais je pense qu'on le voit aussi avec Mathieu, c'est que le joueur, ça le met en confiance. Ça met le joueur en confiance de faire comme ah ben ce que je fais, ça marche. Ça marche, donc je vais pousser plus, je vais faire encore plus, puis je vais leur en donner, là, je vais en rajouter, je vais mettre du stock, je vais mettre de la viande autour de l'os. Et des fois, c'est pas la bonne stratégie. Et moi, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, dans le Story 4, puis si vous écoutez à un moment donné le Story 4, ou si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez le remarquer d'une certaine façon. J'ai joué extrêmement raide et stratégique les premières semaines. Mais dans ma tête, à Love Story 4, j'avais toujours ce sentiment-là parce que je connaissais un peu la télé-réalité américaine, je connaissais un peu ce principe-là de dire, écoute, si t'amènes au confessionnal souvent, ça veut pas nécessairement dire que c'est parce que c'est positif pour toi. Et j'avais toujours cette notion-là en tête et je l'ai remis en doute, cette notion-là, pendant toutes les premières semaines, les 4 premières semaines. Et puis je pense que j'avais parlé un peu de ça dans mes vidéos de questions-réponses par le passé, ou peut-être dans une autre saison d'Occupation 2, je m'en souviens pas. Mais dans les 4 premières semaines, j'étais comme, je vais avoir une certaine retenue parce que je le sais pas si le public m'aime ou me déteste. Est-ce qu'on me fait venir au confessionnal, puis dans le fond, c'est pour me planter davantage. Alors, je jaugeais toujours un peu mes interventions confessionnelles pour en donner, mais pas nécessairement pour y aller all-in. Je donnais du matériel, mais j'essayais de faire attention et j'essayais de rester encore là beaucoup plus stratégique, beaucoup plus axé sur comment que je gérais la game, beaucoup plus que je suis contre quel joueur. Et ce fut à la 5e semaine, parce qu'à la 4e semaine, j'ai été en danger, mais bon, je me disais, je peux peut-être survivre à cause que j'étais contre Marilyn. Sincèrement, je voyais pas Marilyn être une joueuse forte, je me disais peut-être que j'ai été juste le queue de survivre. À la 5e semaine, là où il y a eu l'élimination de gars, et là qu'on était 5 gars, et qu'il y en a 2 qui partaient, et que j'ai survécu, c'est là que je me suis dit, ok, là, si j'ai survécu ce balotage-là, là, c'est parce que je suis aimé. Là, j'avais eu mon indicatif de dire, OK, là, je peux pousser la machine. Et c'est là que j'ai poussé la machine envers, entre autres, Elodie, envers Thomas, envers Delphine, que là, j'ai ouvert les valves et que j'ai passé à l'attaque d'une façon beaucoup plus agressive, je pourrais dire, et même stratégiquement, que j'essayais de créer encore plus de marde à l'intérieur du loft. Mais sans cet indicatif-là, j'aurais eu une certaine réserve, pas nécessairement négativement, peut-être que ça aurait eu un certain impact de dire, ben, j'aurais peut-être pas été aussi fulgurant, mais c'était ma façon de me protéger aussi, de dire, quelle est l'image que je projette à l'extérieur? Je le sais que je suis projeté comme un méchant, mais est-ce que je suis vu comme un méchant stratégique que les gens aiment, ou un méchant qui est détesté parce que ce que je fais fonctionne pas, ou peu importe? Sauf que la majorité des joueurs n'ont pas ce réflexe-là. Et donc, quand ils se font questionner au confessionnal, leur réflexe, le premier réflexion, c'est « je suis populaire ».
Et je pense que ça nuit énormément à Camille et Mathieu, qui eux autres doivent se voir comme je suis populaire, donc je vais me lancer et je vais dire n'importe quelle merde et ça va passer, sans se rendre compte que plus ils en disent, pire c'est. Et la production, elle, en arrière de ça, là, elle est pas folle. Elle les questionne puis elle les talonne. Elle veut que les joueurs disent de la merde. Elle veut que les joueurs. Fait qu'ils vont leur poser des questions en s'assurant de dire OK, Camille et Mathieu sont quasiment irrécupérables à ce stade-ci. En tout cas, Camille, en mon sens, est irrécupérable. Mathieu, je pense qu'il l'est. Mais en tout cas, ça va être à voir plus tard. Mais Camille est irrécupérable. La production sait qu'elle est irrécupérable. Ils savent dans quel rôle ils l'ont campé. C'est la bitch que tout le monde déteste. Fait qu'eux autres, la production va pousser all-in pour essayer d'avoir le plus d'éléments croustillants à chaque confessionnal qu'elle va faire. Puis ils vont y poser des questions vraiment, là. Ouais, mais, Kevin, là, tu considères-tu que c'est vraiment un mange-marde? Est-ce que t'es heureuse de faire souffrir Kevin? Ou t'es-tu... Puis là, elle va rire, parce qu'elle va se dire, je suis populaire, je suis capable de dire ce que je veux. Et dans le fond, c'est une illusion que le joueur s'est créé de penser qu'il est populaire. Et ça, c'est toujours le risque. Il faut que les joueurs fassent attention à ce niveau-là, comme moi, je l'ai fait à l'History 4. C'est-à-dire, t'as beau être populaire, il faut que tu fasses attention à comment tu le deviens et surtout, est-ce que tu l'es pour les bonnes raisons. Puis, je vais vous faire un autre... je pourrais dire, vous enlignez vers l'History 6 à ce moment-ci, quand vous aviez Delphine qui est arrivée dans le jeu en ayant en tête qu'elle avait été super aimée à l'History 4, elle était super populaire et donc que les gens seraient à ses pieds. Et c'est exactement la mentalité qui a fait en sorte qu'elle s'est faite sortir à la 4e semaine. Mathieu Baron a eu exactement le même feeling de dire « Je suis le king, je suis capable de triompher sur n'importe qui et je peux faire et dire ce que je veux. » Et Mathieu Baron s'est planté comme ça. La majorité des joueurs à Love 6 se sont plantés comme ça. Et parce que les égos étaient trop gros, parce qu'ils étaient sûrs que vu qu'il avait été aimé la première fois, ben qu'il ne pouvait pas être détesté la deuxième. Et c'est pour ça que je vous dis, Puis moi, j'étais pleinement conscient à Love Story 6, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais moins spectaculaire à Love Story 6. Oui, mais j'ai fait attention aux erreurs que je faisais. J'étais beaucoup plus humain, moins intense, mais je conservais, je pourrais dire, d'une certaine façon, les acquis que j'avais, sans bullshiter le public, mais en me disant, écoute, ça sert à rien, les joueurs se plantent autour de moi, de toute façon. Puis comme je vous dis, c'est l'image, à ce moment-là, que tu projettes. Camille n'est pas consciente de cette image-là, et elle embarque dans la stratégie de la production, les deux pieds dedans, en étant sûre qu'elle doit être super aimée du public. Je pense que Mathieu est exactement dans la même situation. Ils n'ont pas remis en question le fait que peut-être que la production les questionne puis les talonne autant parce qu'ils étaient détestés. Et donc, ça, c'est l'erreur majeure que Camille et Mathieu, dans laquelle Camille et Mathieu se sont embarqués. Donc, après ça, on a eu un autre principe que je veux vous parler. Surtout Occupation Double. Occupation Double est une des téléréalités le plus... je pourrais dire que ce principe-là s'applique le plus. À cause des twists, à cause de tout ce qu'ils font comme changement à la dernière minute, puis tout. C'est beaucoup par rapport à Occupation Double. Et c'est le principe de battre la production. L'erreur que les joueurs font dans Occupation Double, c'est qu'ils dévoilent à outrance leur stratégie. Par exemple, on a eu cette semaine le fameux top 4. Donc Camille, Louis, Alexandre, Chiari, Mathieu, Claudie et Carla Ophélia. Tout le monde disait « Oh oui, on veut que ça soit ça le top 4 de la saison, on veut que ça soit ça. » Ben vous voulez que ça soit ça? La production va s'assurer que ça soit pas. c'est une mentalité complètement épaisse de dévoiler ce que tu veux faire alors que tu as une production en arrière qui veut pas que le show soit prévisible. Alors de ce côté-là, malheureusement, ces joueurs-là qui font les alliances, et c'est pas nécessairement parce que la production ne le permettrait pas, c'est sûr que si c'est les couples les plus dominants, la production va peut-être le laisser aller en se disant à la fin, on va avoir beaucoup de votes, donc on va faire beaucoup de cash. Peut-être.
Mais si c'est pas ce que la production veut, ben évidemment, ils vont dire Ah, vous avez votre top 4 de coupe. On va s'assurer de vous mettre dans la marde très prochainement, puis que vous ayez à choisir l'un de ces quatre-là à partir. Puis que là, ça va tout créer de la marde à l'interne et que ça va péter, que votre alliance va péter aux frettes. Et ça, c'est le genre d'élément que les joueurs encore là ne pensent pas. Faut que tu fasses ton move à la dernière minute si tu veux faire un move d'importance. Et les joueurs à occupation double, souvent, ils n'ont pas cette conception-là. Ils parlent d'éliminer Jen, ils parlent d'éliminer un tel, puis ils font pas attention à dire la production est à l'écoute. Exactement comme le moment où ce que Pascal Hugo voulait sortir Cendric et que la production est arrivée avec une twist écrite sur un coin de table que Joanie pouvait sauver Cendric avec une immunité. Tu veux éviter ça. Si réellement tu veux sortir un joueur, garde-les pour toi. Et quand tu arrives à la table d'élimination, là où la production n'a plus aucun contrôle, là tu fais, tu mets en place ton plan et là tu convaincs les autres et là tu détruis le joueur que tu veux détruire. Faut que tu le fasses à la dernière minute. Et c'est pour ça que moi, comme exemple, je reprends l'exemple de Love Story 6. À un moment donné, on avait une stratégie pour sortir David. Je vous en ai parlé dans un des vidéos passées. Euh, j'ai pas élaboré cette stratégie-là le lundi, la première journée de la semaine. Parce que je savais que David pouvait être peut-être un joueur que la production pouvait vouloir voir gagner. J'ai emmené cette stratégie-là le vendredi soir où ce que là, la production ne pouvait plus rien faire. Le soir avant, dans le fond, la journée off, dans l'off, et avant le vote. On a changé nos plans, mais globalement, si ça avait fonctionné, la production n'avait plus aucune possibilité de le sauver. Le vote avait été annoncé, les joueurs immunisés avaient été annoncés, David était fourré. Si, mettons, j'avais voulu aller de l'avant avec cette stratégie-là, la production n'avait plus aucun moyen de le sauver. Il aurait pu le ramener dans le jeu, à tout prendre, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être fait. Puis c'est là que je regrette un peu d'une certaine façon, parce qu'après ça, ça a été impossible de le sortir. La production a changé le type de vote à l'interne. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut que tu fasses, que tu mettes en place, d'arriver à la dernière minute pour essayer de prendre de court la production, que la production a plus de marge de manœuvre pour essayer de sauver son joueur. Et c'est ça que les joueurs ne comprennent pas Occupation Double. Quand ils ont voulu sortir Cendric, il y a 2 ans, quand ils ont voulu sortir Renault l'année passée, c'est pas quelque chose que tu parles ouvertement alors que la production t'écoute 24 heures sur 24. C'est quelque chose que tu amènes à la dernière minute quand tu connais déjà les twists que la production, si la production amène un immunisé à temps, s'il y a quelqu'un qui a été immunisé pour n'importe quelle raison, peu importe, t'attends la dernière minute, la production a plus de marge de manœuvre et c'est là que tu plantes le joueur que tu veux planter. C'est la seule façon de réellement dominer la production. Par contre, la production risque après ça de faire bien attention. Fait qu'il faut que tu fasses un move percutant une fois. Après ça, la production va s'y attendre puis elle va essayer de se baquer le cul avec plein d'affaires. c'est fort probablement, c'est ce qui va arriver. Fait que de ce côté-là, l'alliance qu'on a vue des 4, ça me surprendrait que cette alliance-là survive et fort probablement que la production va chercher une façon ou une autre de péter cette alliance-là le plus rapidement possible pour que justement ça devienne un show imprévisible. Je vous dis pas qu'il n'y a pas 3 couples là-dedans sur 4 qui peuvent se rendre en finale, mais j'ai plus l'impression que 2 couples sur ces 4-là peuvent se rendre en finale. Les autres vont se faire éliminer. Fait que ça va être un moitié-moitié, un mix bag, si on peut dire ça comme ça. Donc, ensuite de ça, l'acharnement sur Kevin. J'ai bien du sujet aujourd'hui, je tiens quand même à vous le dire. L'acharnement sur Kevin, je veux passer rapidement là-dessus, parce que oui, en mon sens, c'est de l'intimidation, ce qui est vécu avec Kevin. Le problème qu'il y a, et ça, c'est surtout un problème, en mon sens, les gars le vivent beaucoup. Camille le vit, les autres filles, pas tant que ça. Camille le fait, plusieurs autres gars, surtout Mathieu le fait, c'est de dénigrer Kevin de façon purement gratuite. Je pense que d'attaquer Kevin sur certains principes, comme le fait d'utiliser Jen, ou d'avoir niaisé Jen au début, ou d'avoir switché aussi vite entre Camille et Jen,
peut être une conversation valable. Je pense que le public en voudrait pas aux autres joueurs d'emmener cet aspect-là, cette conversation-là, et de confronter Kevin et d'essayer de lui nuire par rapport à ça. Là où il y a un problème, c'est quand tu as de l'acharnement sur un joueur, ce que Mathieu fait présentement, de traiter Kevin d'un paquet de noms, de le dénigrer, de rire de lui. Camille fait exactement la même chose de son bord. Et ça, c'est pas gagnant. Encore là, je vous ramène, tantôt je vous parlais de, on a tous connu comme une bitch ou un bitch qui nous a niaisé dans notre vie ou qu'on a été en relation ou que la personne nous a niaisé. Bon. Ben, on a tout aussi eu quelqu'un qui nous a intimidés, qui nous a rabaissés, qui nous a humiliés en parole ou en geste, comme Mathieu le fait ou comme Camille le fait par rapport à Kevin. Et encore là, ça vient émotionnellement nous chercher de voir un gars comme ça. Puis c'est pas, encore là, c'est pas un gars qui s'affiche comme je suis une personne fondamentalement mauvaise. Et ça, c'est le problème. Mathieu arrive là en se disant moi, je suis une bonne personne. Moi je suis l'exemple même de la bonne personne. Je suis le bon gars. Il se met une aura de quasiment divine autour de lui. Je suis un bon gars, mais lui, c'est un mangeur. Et là, il commence à chier dessus. Et encore là, c'est pas gagnant. La stratégie derrière ça fait en sorte que, au lieu de nuire à Kevin, il aide Kevin. Kevin remonte dans l'estime des gens en faisant comme ouais, là, regarde, lâche-les, là, comment tu peux-tu passer à d'autres choses. Et ça l'a fait exactement la même chose avec Jonathan l'année passée. Jonathan était un nobody, sincèrement. C'est pas méchant. Jonathan, l'année passée, au début de la saison, a pas fait grand-chose. On le voyait pas, Jonathan. C'était pas méchant, mais Jonathan, il aurait été éliminé, on s'en serait foutu. Mais pourquoi qu'on a accroché avec Jonathan au fil du temps? Parce que les autres s'acharnaient sur lui. Ça n'a pas fait en sorte que Jonathan a gagné. Et c'est pour ça que je pense pas que Kevin va gagner plus la saison actuellement. Mais ça a fait en sorte qu'il y a eu un mouvement de sympathie en arrière de Jonathan, que le public voulait le voir aller plus loin et surtout survivre ou battre les autres, ou que le public ait une certaine satisfaction de vengeance. Et c'est ce que Mathieu est en train de créer par rapport à Kevin. Sans le savoir, Mathieu est en train de créer un monstre avec Kevin. C'est-à-dire, Kevin, il est dans son coin, il fait ses affaires. Il a été bitch, il n'a pas été correct envers Jen, mais ça n'a pas été non plus la pire chose faite ever de l'histoire de Occupation Double. Fait que les gens font comme, mais d'où vient cette haine-là? D'où vient cette frustration-là? Mais Mathieu a l'air vraiment de mettre l'accent sur Kevin d'une façon inouïe. Puis je vous ramènerai avec, encore là, mon histoire à Love 6, où il y a plusieurs joueurs qui se sont acharnés sur moi. Et bizarrement, au lieu de les aider, ça a été le contraire. Évidemment, si leur but était de me faire abandonner le jeu, tu peux peut-être le risquer, mais ça n'a pas plus marché. fait que, de ce côté-là, est-ce que Mathieu va... Mathieu, ça lui donne rien dans le contexte actuel où ce que c'est les joueurs qui votent de s'acharner sur Kevin. Alors que d'autres joueurs, peut-être qu'ils n'aiment pas Kevin, mais quand ils vont avoir l'opportunité de le sortir, ils vont le sortir, puis ça sera pas plus difficile que ça. Mathieu, lui, il s'acharne. Et ça l'aide Kevin à remonter dans l'estime du public. Et le problème que de remonter dans l'estime du public, ce que Mathieu pense pas, c'est le fait que le public va vouloir que Kevin reste. Et si le public veut que Kevin reste, la production va vouloir que Kevin reste. Et ça, c'est le calcul mathématique que Mathieu, là, il est pas là pantoute. Là. Il l'a pas pensé, cet aspect-là, de dire, si la production back Kevin, là, t'es dans la merde, mon boy, parce que t'auras aucune façon. La production va toujours amener une twist qui va te faire chier, qui va faire en sorte que ton plan va tomber à l'eau. C'est plate, c'est comme ça. À Occupation Double, c'est comme ça. Je vous dis pas dans d'autres téléréalités, Big Brother ou Survivor, la dynamique est pas pareille. Mais Occupation Double, c'est de même valeur. La production est roi et maître de la télé-réalité. La production prend les décisions de qui part, qui reste, et pourquoi qui part, puis pourquoi qui reste. De ce côté-là, Mathieu, t'es un petit peu dans la merde. Fait que, Mathieu, très mal réfléchi, encore là, un joueur purement émotif. Aucune intelligence derrière ça, aucune stratégie. Et en plus d'aider Kevin, je pense que présentement, Mathieu vient de ruiner toutes ses chances de gagner avec Claudie. En mon sens, Mathieu n'a aucune chance de gagner avec Claudie. Malheureusement, il tape trop ses nerfs. Il tombe dans la même catégorie que Camille, et même par extension Louis. Il faudrait que
3 couples extrêmement détestés se retrouvent en finale. Puis sincèrement, là, à l'heure actuelle, je pense que si Camille et Louis se retrouvent en finale avec Mathieu et Claudie et Kevin et Jen, Kevin et Jen vont gagner. Surprenamment. Puis Kevin et Jen, je les vois pas gagner contre d'autres couples comme Trudy et Matt ou même Carl et Ophelia, même si Carl perd des plumes un peu les 2 dernières semaines, il a perdu des plumes. Ou même Kiari et Alexandre. Mais Kevin puis Jen peuvent gagner facilement contre Camille Louis et Mathieu Claudie. Je pense que la seule façon pour Mathieu Claudie de gagner, il faudrait qu'il se ramasse seul à seul, un contre un, avec Camille et Louis. C'est à peu près la seule façon. Et peut-être que même rendu là, Louis et Camille vont gagner. Le vote serait pas très très haut par contre. Je pense pas que le vote du public serait très élevé rendu à ce stade-là. Bon. Deuxième commentaire du public, parce que là j'ai dérivé un peu, mais deuxième commentaire du public qui allait sur quelque chose que moi j'allais jaser, c'est c'est Matt M qui nous avait écrit « Est-ce que Rim aurait agi de cette manière dans la réalité? Sûrement pas. » Là, il faisait référence avec l'approche que Rim a eue dans le party, Louis-Philippe, puis bon, tout ce qui est lié avec ça. Elle a joué la carte Louis-Philippe car c'est le seul moyen de rester dans l'aventure. Malheureusement, elle s'est prise de mauvaise façon et avec de l'alcool, ça n'a pas aidé. Je pense que cette situation a été exagérée car tout le monde a déjà fait des shows cave sous l'effet de l'alcool. OK. Il y a beaucoup d'affaires qui sont problématiques ici. Mais elles n'ont pas été montrées à la télé. Un autre point est le fait que la production a insisté pour que Rim reste. Ça encore là, je pense que ça s'applique pas nécessairement, mais je vais te développer ça, mon cher Matt M. Quel bon moyen de le remercier en montrant cette scène. Ça confirme le point où tu avais dit que la production d'OD ne respecte pas leurs candidats. Oui, mais non. OK. Premièrement, est-ce que Rim a réagi de la même manière dans la réalité? Sincèrement, fondamentalement, je te dirais oui. La raison est que quand tu es dans un show de télé-réalité comme ça, et surtout Occupation Double, faut pas oublier que. Puis là, je vais faire un contraste entre Love Story et Occupation Double. À Love Story, on ne voyait jamais aucun membre de la production. Pas les caméramans, pas la production, pas le maître, on n'avait pas d'animateur. Il n'y avait aucun contact extérieur. On n'allait pas non plus ailleurs. On n'allait pas marcher quelque part. On n'allait pas se promener. On ne voyait pas d'autres humains. On était enfermés, séquestrés dans une maison. Et donc, de perdre la notion des caméras, de perdre la notion de fausse réalité, je te dirais, OK, dans une certaine limite, peut-être. Dans le show d'Occupation Double, il faut que tu te mettes dans le contexte que les joueurs voient les caméramans, voient ce qui se passe autour. Et donc, ils peuvent pas oublier tout d'un coup, ils vont comme, non, on n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans une télé-réalité. Les joueurs, en tout temps, sont quand même conscients de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ils savent que les images qu'ils font, les images qu'ils prennent, peuvent être montrées à la télé. Et il y a des joueurs qui se cachent pour faire certaines choses, justement dans ce contexte-là. Et donc, la décision de prendre un surplus d'alcool ou d'agir d'une certaine façon est faite en ton âme et conscience. C'est-à-dire que la personne sait très bien qu'elle peut s'exposer à ça et peut s'entraîner dans une situation comme ça. Et ce qui est admis psychologiquement parlant, c'est qu'une personne qui prend de l'alcool et qui agit d'une certaine façon, c'est parce que fondamentalement, c'est ce qu'elle veut. C'est généralement là que la façade ou l'image que tu te bâtis au quotidien tombe et que tu agis comme bon te semble, comme sans aucune barrière. Et le fait que Rim le fasse sous l'effet de l'alcool, c'est que Rim, quelque part, elle sent encore les 7 Chris. Et je veux dire, moi, être le chum ou être la fréquentation de la fille, puis je la vois agir comme ça, je me dis, écoute, imagine-toi, il y a des caméras, elle est consciente qu'il y a de la production, elle est consciente qu'il y a un environnement comme ça, que ça peut être montré à TV, puis elle fait pareil. Moi, c'est complètement l'inverse de ton analyse que je vois. Imagine-toi ce qu'elle va faire dans le privé alors qu'il n'y a personne qui va avoir. Sa famille ne la verra pas, puis il n'y a personne d'autre qui va avoir. Puis oui, on a tout fait des niaiseries sous l'influence d'alcool. On l'a fait entouré de nos amis proches dans le privé alors qu'il n'y a pas personne qui nous voyait. Sincèrement, est-ce que je ferais ces mêmes niaiseries-là, même si j'étais sous l'influence d'alcool à la TV alors que je suis conscient qu'il y a des caméras puis tout? Non. La deuxième des choses, c'est que je serais pas assez cave pour boire au point de ne plus avoir
le contrôle de mes gestes à TV, alors que je sais que ma mère regarde ou que ma famille regarde ou peu importe, je ferais quand même attention. Il y aurait quand même une certaine limite de ce que je... Tu sais, je me dirais un peu plus comme on le voit avec certaines autres joueuses, comme Alexandre, qui fait attention à son image, qui sont plus conscientes de ça. Est-ce que Rim, c'est de l'immaturité? Peut-être. Est-ce que c'est un manque de conscience de son environnement? Peut-être. Mais à ce moment-là, c'est pas une question de dire elle l'aurait pas faite. En mon sens, au contraire, elle l'aurait faite dans le privé. Là, elle l'a faite, oui, sous l'influence d'alcool, mais ça ne pardonne absolument rien de son geste. Et elle l'a pas fait de façon stratégique. Parce que si elle l'avait fait de façon stratégique, sincèrement, elle l'aurait fait de façon beaucoup plus intelligente. Justement, elle aurait moins bu, elle se serait rapprochée d'LP pour y lui parler, pour essayer de partager avec lui, et elle aurait essayé de ne pas être la fille qui veut se spotter un gars à tout prix. Sincèrement. Je veux dire, surtout après que ta fréquentation soit partie du jeu et que tout le Québec regarde. Fait qu'en mon sens, Matt, non, je suis complètement en désaccord avec ton propos là-dessus. Tu sais, puis encore là, je ramène un peu par rapport... je fais un peu une référence avec Camille. La vision que Rim a de qui elle est et de ce qu'elle projette est complètement dans le champ. Puis comme elle a fait le speech de quand j'ai de l'intérêt pour quelqu'un, moi je m'implique tout de suite. Puis là, elle a fait ce speech-là, dans le fond, en référence avec LP qui se décidait pas entre elle et Jen. Mais quand elle a montré de l'intérêt à Chris, pourquoi qu'elle a switché si c'est une fille comme ça? Elle a dit, je veux pas être pris dans un triangle amoureux, mais elle se met dans un triangle amoureux entre Chris et LP. Donc, nécessairement, Rim est complètement dans le champ par rapport à ce qu'elle fait, même à Jean. fait que non, Matt, malheureusement, j'ai beaucoup plus l'impression que Rim, lors du partage, elle a agi comme elle est réellement fondamentalement. C'est plate, c'est comme ça. Elle a projeté cette image-là d'elle-même. Puis après ça, sa façade de femme plus dure, de « oh, je prends du recul, de ci, de ça », a pris le dessus. Est-ce qu'il y a des raisons pourquoi qu'elle a agi comme ça? Oui, peut-être. Elle était peut-être désespérée dans le jeu et tout. Mais c'est pas une excuse. Tu sais, on peut se le dire, une fille comme Trudy aurait peut-être été aussi désespérée. Jen aurait pu être aussi désespérée. Et ça a été des filles quand même qui ont bien agi. Oui, ils ont succombé d'une certaine façon, mais ils l'ont pas fait comme Rim l'a fait. Je pourrais dire ça comme ça. L'avant-dernier sujet aujourd'hui, parce que ça va être une vidéo qui va être assez long finalement. On a Janie Lafrenet qui nous a écrit: si on compare le type de filles qui gagnent OD d'année en année, comme Alexandra et Catherine, qui penses-tu pourrait être possiblement gagner, possiblement gagner OD cette année? Parce qu'en ce moment, la seule fille qui a vraiment une personnalité sweet, c'est Trudy, mais elle ne porte pas du tout le show sur ses épaules. Bon, présentement, je suis d'accord avec toi, c'est plus Trudy qui a un avantage par rapport aux autres filles. Si on parle des filles. Le côté personnalité fille pourrait être Trudy, mais pourrait être aussi une autre fille comme Ophelia, dans le sens que ça dépend toujours aussi du gars qui est avec elle et contre qui elle se ramasse à la fin. En mon sens, Alexandre, Trudy, même Claudie peut gagner et se retrouve contre quelqu'un comme Camille et Rim à la fin. C'est plate, mais c'est ça. Fait que de ce côté-là, en mon sens, Trudy, c'est intéressant. C'est de voir un peu l'évolution avec Matt. Et ça, c'est la grosse problématique. Il y a certaines personnes qui disent « Ouais, ça a l'air un petit peu fake. » Oui, un peu. Pas plus vraiment que les autres, en mon sens. Pas plus qu'Alexandre et Carrie, là, on va se le dire de même. Ou même d'autres. Il y en a d'autres comme même Rim avec LP ou des choses comme ça sonne fake beaucoup. Mais bon, on peut s'attendre qu'il y ait du fake là-dedans. Là. Les gens essayent de gagner une maison quand même. C'est plus la façon que le couple va évoluer. Et c'est-à-dire que Matt a l'air plus stratégique que Trudy et a l'air d'être beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le jeu que Trudy. Et ça peut aider le couple ou ça peut lui nuire. Comme cette semaine, Matt a eu l'air de mal paraître. Moi, à mon sens, Matt a bien paru parce qu'il a l'air de bien analyser le jeu. Néanmoins, aux yeux des joueurs, Matt a mal joué et a mal paru. Donc, de ce côté-là, ça fait en sorte que je pense que Trudy, c'est un peu...
elle est sweet, mais ils vont peut-être se faire éliminer à cause de Matt, dépendamment comment que Matt joue ses cartes. Et ça va être à voir. Sinon, je pense que à la fin, ça va peut-être être beaucoup plus le gars qui va déterminer la victoire. C'est plate à dire, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment le côté le gars qui va peut-être porter un peu plus sur ses épaules la victoire, dépendamment du couple qui se ramasse à la fin et dépendamment de contre qui il se retrouve. Dans un contexte comme actuellement, je vous dirais que Trouzy a d'excellentes chances si elle se rend à la fin avec Matt. Mais c'est un très gros si encore. Il y a quand même une bonne marge. Sinon, on peut tomber dans un cas comme Chiari et Alexandre peuvent gagner. Ça veut pas nécessairement dire... Moi, à mon sens, Chiari et Alexandre ne gagneront pas. Là. Ça me fait penser un peu plus à Karim et Shani, là, ou même Yann et... je me rappelle pas du nom de la fille, mais en tout cas, l'année passée, il me faut un peu penser à ça, c'est-à-dire un couple qui est comme... Fait que Carl Ophelia, c'est une bonne chance à l'heure actuelle. Carl a perdu des plumes, comme je dis, mais pas assez encore pour lui nuire au final. S'il est capable de capitaliser sur le côté drôle, Carl peut avoir des chances à la fin, il peut devenir un Adamo. Puis Ophelia, ben, ça a l'air d'une fille correcte, là, fait que, tu sais, la victoire peut lui appartenir facilement dans un tel contexte. OK. Je vais finir avec l'élimination, évidemment. Comme à chaque épisode, on va essayer de spéculer un peu sur l'élimination. Cette semaine, sincèrement, l'élimination, c'est beaucoup plus par rapport à le pouvoir qu'il y a. Le pouvoir que la maison a eu, que la troisième maison... C'est la troisième maison, hein, je pense? Oui, je pense que... Excusez-moi, la voix commence à me manquer. Donc, la compétition du ballon chasseur... La production n'a pas dévoilé c'était quoi le pouvoir et c'était réfléchi d'avance qu'ils ne voudraient pas dévoiler le pouvoir du ballon chasseur expressément parce que ça lui donne une marge de manœuvre de savoir où c'est que le vote s'enligne et qu'est-ce que la production veut. Parce que sinon, le pouvoir aurait été dévoilé direct en partant. Et moi, je ramène ça un peu comme l'année dernière quand Jonathan et Yann ont gagné le pouvoir de se ramasser à la table pour décider qui allait éliminer et finalement, c'est un de les deux couples qu'il fallait qu'ils partent. Ben, couple. On va se dire avec Maud, là, Jonathan Maud. Mais, donc, ça peut être un pouvoir qui est empoisonné. Parce que l'année passée, la production, ça en est foutu complètement que le pouvoir, finalement, hey, vous gagnez un pouvoir! Il faut que vous vous éliminiez entre vous. C'est super. Fait que la production peut très bien lui emmener quelque chose, dépendamment de ce que la production veut qu'il arrive comme scénario et qu'est-ce que la production voit sur le vote qui s'en vient. Est-ce que ça va dans le sens que la production veut? Et quelque chose que la production ne montre pas présentement, mais que généralement les télé-réalités font, c'est que souvent, avant qu'un vote comme ça se passe, la production appelle les joueurs et lui demande « Ouais, tu penses voter pour qui à soir? » C'est juste de même. Tu peux-tu nous dire, genre, si t'as quelqu'un à choisir à partir à soir, là, on parle pas... tu peux être influencé ou autre, mais mettons comme ça, là, c'est qui tu verrais partir. Fait qu'évidemment, quand les joueurs disent bon, moi je verrais partir un tel, ou une telle, là, la production fait comme est-ce que c'est ça qu'on veut? Et là, ben, ils vont prendre une décision en fonction de ce que les joueurs vont avoir dit, parce que généralement, les joueurs, eux autres, ils jasent. Eux autres, ils vont dire ce qu'ils vont penser. C'est comme, oh, ouais, ben, moi, je veux voir partir de Jan. Ah ouais? Ouais, nous autres, on veut pas. Fait que peut-être que de te nuire là-dessus, on pourrait peut-être... Quel twist qu'on pourrait faire pour faire en sorte que... Fait que la production a quand même un levier en arrière de ça pour essayer de créer des situations, puis essayer de créer des choses qui vont mettre les joueurs dans la marde par rapport à leur choix, qui va les mettre dans un conflit qui va favoriser la production, qui va favoriser ce que la production veut qu'il arrive. Donc, dans un contexte comme ça, quel genre de pouvoir la production peut donner à la troisième maison? Bon, ça pourrait être de protéger une ou plusieurs filles de l'élimination. Par exemple, de dire à la troisième maison, bah, choisissez les 3 filles que vous voulez. Chaque gars choisit une fille. Ou encore mieux, ce qui pourrait arriver, de dire, ben, vous pouvez choisir 2 filles. Fait que là, il y a un des gars qui va se retrouver avec sa fille, la fille qu'il veut garder
en danger. Fait que là, ça peut créer de la marde. Fait que la production va peut-être dire, tiens, vous protégez 2 filles sur 3. Fait que là, c'est comme. Fait que là, il y a de la discussion, il y a de la bisbée. Les joueurs peuvent se dire, ouais, ben, on peut peut-être éliminer Jen, mais ça veut pas nécessairement dire que la deuxième maison va vouloir éliminer Jen. Peut-être que Kevin va être capable de vendre sa salade pour garder Jen. On le sait pas. Who knows? Fait que de ce côté-là, il peut avoir ce côté-là de protéger une fille. Ça peut être complètement l'inverse. La production peut le faire une twist, comme je vous disais, par rapport à Jonathan et Yann l'année passée. C'est-à-dire, bon, vous avez un pouvoir, choisissez 3 filles. Et là, les gars, tout excités. On sauve Camille, on sauve Ophélia et c'est qui l'autre? C'est Claudie. On sauve Claudie. Voilà. La production va faire comme, non, c'était pas de sauver. On vous avait demandé de choisir 3 filles. Là, maintenant, vous choisissez dans les 3 filles, c'est qui part. Fait que la production peut faire quelque chose de même. Ils l'ont fait dans le passé, fait qu'ils s'en foutent éperdument de le faire. Ils peuvent aussi, je pense un autre des pouvoirs qu'ils peuvent emmener, c'est empêcher quelqu'un de voter. À ce moment-là, probablement qu'ils vont empêcher Kevin de voter. On s'entend que c'est fort probablement ce qui va arriver. Louis, Mathieu vont voter contre Kevin. Fait que le vote de Carl a comme plus d'importance rendu là de toute façon. Ils peuvent twister ça un peu de différentes façons. Fait que de ce twist-là, comment que la production... Qu'est-ce que la production veut? C'est un gros point d'interrogation. Fait que là, je vais emmener ce que moi je pense. Je pense que là, la production a sur les bras trop de méchants. Sincèrement. Le problème, c'est que en tant que producteur d'une télé-réalité, tu vas avoir des méchants. T'as pas le choix d'avoir des méchants, des bitches ou des manipulateurs ou autre. Mais tu veux pas que ta saison soit remplie de ça. Tu veux pas que ça soit juste de ça. Parce que si c'est juste de ça, qu'est-ce que le public va faire? Il va éteindre sa TV parce que ça va être lourd à regarder. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau présentement, il y a des beaux petits moments encore. Je vous dis, Matt, on est capable de voir Kevin un peu avec Jen. Des fois, c'est bon, c'est le fun. Carl, ok, parfait. Des fois, c'est drôle, des fois, ça l'est pas pantoute. Ophélia, encore une bonne fille. Là. Mais globalement, ce qu'on voit à chaque épisode, là, c'est du monde qui se rabaisse, qui s'intimide, qui sont méchants. Puis c'est du non-stop. Il n'y a pas juste un joueur qui le fait. Il y a Camille, il y a Mathieu qui arrive super négatif aussi à bien des égards. Il y a de la merde qui se passe, comme je vous dis, il y a de l'intimidation et autres. À un moment donné, ça fait trop lourd. Le public, lui, il veut se divertir dans une certaine mesure. Il veut pas avoir l'impression de vivre sa journée à la job en écoutant Occupation Double. Et moi, à mon sens, la production est parfaitement consciente de ça. Et moi, à mon sens, ils vont vouloir voir sortir quelqu'un que le public perçoit négativement à l'heure actuelle. Pour alléger. T'sais, ils vont vouloir garder quand même des méchants, mais ils vont vouloir enclencher. Là. Ils vont vouloir faire un petit peu de ménage, faire un peu de tri là-dedans. Donc, de ce côté-là, si j'y vais avec cette logique-là, si j'y vais aussi avec ce qui s'est passé cette semaine, les images qu'on a vues, l'importance des joueurs, des histoires qui ont été développées et tout, sincèrement, et là j'y vais purement par logique, je pense que Rim va partir dimanche. On n'a quasiment pas vu Louis-Philippe. Louis-Philippe, son histoire depuis qu'il est arrivé dans le show, c'est pas qui est Louis-Philippe. Qu'est-ce que Louis-Philippe? Que va faire Louis-Philippe? Toute son histoire est basée sur les 2 filles. Jen, Rim. C'est eux autres, c'est les 2 filles qui font l'histoire. Lui, c'est un pion là-dedans. C'est une image. C'est comme un bonhomme carton que la fille se promène avec, puis that's it. Lui, il n'y a pas d'entité. C'est pas une entité comme, par exemple, Matt, qui a eu de la stratégie en arrière de ce qu'il a fait, qui amène des sujets. Louis, qui a défendu Camille. On n'a pas vu d'histoire comme ça se développer autour de Louis-Philippe. Ensuite de ça, Rim a été quasi inexistante cette semaine. Alors que la semaine passée, c'était juste à propos de Rim. Rim. On n'a pratiquement pas vu Rim. Et là, en plus, le bénéfice qu'il donne, c'est d'aller voir Chris à sa chambre d'hôtel avant qu'il parte, qu'il revienne au Québec. Et n'oubliez pas que si on analyse ça comme ça, Chris est revenu au Québec en défendant Rim et en disant qu'elle allait l'attendre. Donc, c'est sûr que Rim l'a pas envoyé chier dans sa chambre d'hôtel. Chris a l'air encore super loyal. Fait que lui, la visite de Rim dans sa chambre d'hôtel était positive. Logiquement.
Donc, moi, à mon sens, Rim est un choix que ça enlèverait de la lourdeur sur les épaules de la production. Rim est un élément négatif de la saison d'Occupation Double présentement. Elle rajoute de la merde, elle rajoute des situations lourdes, elle braille, les joueurs, elle l'aiment pas. Donc, d'essayer d'axer le fait de dire, écoute, Rim, c'est comme une joueuse méchante, mais à un niveau inférieur à Camille. Fait que tu gardes ton gros vilain, qui est Camille, ton deuxième vilain, qui est Mathieu, et tu élimines ton troisième vilain dans l'échelle, qui est Rim. Fait que ça donne une certaine satisfaction au public. La production a essayé de protéger, de défendre un peu plus Rim à l'extérieur aussi dernièrement. On a moins vu Rim, fait que ça a eu le temps comme de tempérer la haine du public envers elle qu'elle a eue. Fait que de la sortir là ferait du sens. Ça, c'est le côté logique de ma personne, de l'analyse que je fais de la production. Voir Rim partir présentement fait beaucoup de sens. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Ça dépend de la twist. Ça dépend du pouvoir que la troisième maison a. Je pense que les 4 personnes en danger cette semaine, c'est Rim, Camille, Jen et Trudy. Je serais pas surpris de voir Trudy se faire éliminer. Ben sincèrement. Très sincèrement, voir Trudy se faire éliminer pourrait être quelque chose qui serait logique dans ma tête. Encore là, ça dépend de la twist. Camille, je trouverais ça extrême de voir Camille partir, mais elle est tellement vue négativement et c'est tellement exécrable. La production serait-tu prête à la sacrifier juste pour enlever énormément de poids sur leurs épaules? Surtout s'ils veulent voir Kevin et Jen se rendre plus loin? Peut-être. S'ils voient qu'il y a une histoire potentielle entre Rim et Louis-Philippe, que ça peut créer. Mais présentement, Rim et Louis-Philippe, ça crée strictement rien. C'est rien, c'est un gros zéro. C'est plate. Depuis que Jen s'est retiré de cette relation-là, Louis-Philippe, Rim, ça n'emmène strictement rien. En plus, c'est vrai, c'est un élément que j'ai pas dit avant. Le fait que Rim et Louis-Philippe aient été dans un hôtel et que le tape a été... Parce qu'on l'a vu dans OD+, OD Extra, ouais c'est ça, OD Extra. Qu'il a été dans une chambre d'hôtel et que le tape a été décollé. Qui laissait supposer que les joueurs ont sorti de leur chambre et peut-être ont fait de quoi durant la nuit. Ça, je peux vous garantir que la production ne devait pas être contente. Qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait, si la production a l'impression qu'ils ont fait de quoi, ils vont vouloir punir les joueurs et la meilleure façon de les punir, c'est de les faire sortir. Puis là, ben, ça fait comme ah, t'as voulu nous prendre pour des cons? Et ben voilà. Fait que moi, j'ai l'impression que ça peut jouer contre Rim énormément cette semaine et ça ferait probablement sortir Louis-Philippe en même temps. Camille, l'histoire est trop détestée, je pense, pour se faire sortir, mais peut-être que ça peut être une excellente raison à la production pour la faire sortir. Jen, s'ils font sortir Jen, ça expliquerait pourquoi ils ont fait paraître aussi bien Jen et Kevin. Parce que Kevin va probablement partir avec Jen. Il va sacrer son camp en même temps. Fait qu'ils ont voulu lui donner une belle semaine. Belle semaine. Genre avec un voyage puis tout. Un peu comme Jonathan Maude avait eu l'année passée. D'un autre côté, ça ferait moins de sens pour la simple et bonne raison que toute la haine de Mathieu qui a été montrée toute la semaine, la haine de Louis, la haine de tous les joueurs envers Kevin, servirait strictement à rien dans ce contexte-là, à part expliquer l'élimination de Jen. Fait qu'après ça, ben, Trudy, c'est vraiment par rapport à Matt, vu qu'il y a des joueurs qui le voient stratégique. Peut-être que Camille va vouloir sortir Trudy, va vouloir pousser pour faire sortir Trudy. Trudy est plus neutre, est plus facile à faire sortir à l'heure actuelle, elle va bien le prendre, puis tu te débarrasses de Matt en même temps. Fait que Trudy est en danger. Mais sincèrement, j'ai l'impression que Rim va se faire éliminer. J'ai vraiment cette impression-là que Rim est vraiment en danger cette semaine, qu'elle risque de se faire sortir. Mais on va voir. La twist va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La twist, dépendamment qui est protégé, s'il y a des gens qui se font mettre en danger, s'il y a des joueurs qui ne peuvent pas voter, ça va évidemment changer vraiment la dynamique. Donc, j'y vais avec Rim en premier, mais je pense que
une des 3 autres ne serait pas surprenant non plus. Même si j'étale un peu mon bassin cette semaine, mais je pense que c'est la twist qui change complètement la donne. Fait que Jen qui serait protégée, exemple, à cause qu'elle est partie en voyage avec Kevin, qui ont gagné quelque chose grâce à ce voyage-là ou peu importe, pourrait faire en sorte que les joueurs se retournent de base, c'est qui qu'on élimine. Rim est un choix facile, Trudy peut être un choix facile, Camille peut être un choix facile aussi. Mais peut-être que Camille sera plus disponible parce que là, la twist des gars de la troisième maison, ça va être de protéger quelqu'un, ils vont avoir protégé Camille. Fait que là, surtout si on leur annonce la twist directement à la table, je pense que les joueurs vont devoir se refaire de la stratégie live en direct à la table. Donc, je pense que le vote peut aller pas mal dans n'importe quelle direction. Je pense qu'Alexandre est pas en danger cette semaine. Je vois pas pourquoi qu'elle serait en danger. Je pense pas qu'Ophélia soit en danger non plus. Il n'y a absolument aucun indicatif. Par contre, Trudy peut être en danger. Rim, Camille et Claudie. Claudie peut-être. C'est celle que je doute que je me dirais que c'est moins probable, mais Claudie pourrait être en danger dépendamment qui est protégé. Bref, ça a été un gros épisode d'1 heure. Je vois ça le temps. Là, j'ai un petit timer, fait que c'est bien. Fait que j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.